Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur quelques points, notamment l'urgence de prioriser l'agenda législatif du gouvernement dans les secteurs agricoles. À ces propos, elle est revenue sur ce qui a été dit au cours de la 4e et de la 7e réunion du Conseil des ministres, où le président de la République avait engagé le gouvernement à élaborer un cadre cohérent permettant au secteur agricole de jouer pleinement son rôle de moteur du développement économique national. En réponse à cette instruction, il a été constitué des équipes de travail multisectorielles chargées de conduire cette mission. Les travaux de ces experts ont abouti à la proposition de la création d'un programme commun intégré de transformation agricole et du monde rural. Ces programmes intégrant l'initiative présidentielle Agenda de la transformation agricole sera très prochainement présenté aux membres du gouvernement. Afin de concrétiser l'engagement du chef de l'État en faveur de la revanche du sol sur le sous-sol, la Première ministre a souligné l'urgence d'accélérer l'agenda législatif du gouvernement afin de permettre une transformation durable de ces secteurs qui demeurent une priorité stratégique pour le pays. Il s'agit d'engager des réformes structurantes et de concrétiser les initiatives en cours. Par ailleurs, la Première ministre a fait état de sa mission d'itinérance qu'elle a effectuée dans la province du Tanganyika du mercredi 17 au jeudi 18 septembre 2025, successivement à Kalemi, chef-lieu de la province, dans le territoire de Moba, qui n'a jamais accueilli la visite d'un chef du gouvernement central. La province du Tanganyika est confrontée à d'importants défis sécuritaires et économiques en raison notamment de la dégradation avancée de ses routes, tant urbaines que d'intérêt national, et de ses infrastructures. Au cours de cette mission, où elle a été accompagnée par quelques membres du gouvernement, la Première ministre a eu l'occasion de faire le point de tous ces dossiers ainsi que d'effectuer des visites d'inspection en vue du démarrage de prochains travaux sur les ports de Kalemi et de Moba. Abordant le deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national, où, au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par les initiatives parlementaires en cours, visant par pétition quelques membres du bureau, ou encore par des commentaires et réactions consécutifs à la signature par le gouvernement de la RDC et les CICR de l'acte du mécanisme d'échange de prisonniers avec les supplétifs AFC M23. Faisant suite à la recommandation de la 17e réunion du Conseil des ministres du 11 octobre 2024 relative à la mise en place d'une commission interministérielle chargée d'analyser les aspects de la question de l'identification des éleveurs d'Imbororo dans notre pays, le vice-premier ministre a souligné que cette commission a été constituée avec des experts qui représentent toutes les structures spécialisées. À propos des travaux préparatoires, il a souligné que les gouverneurs de 5 provinces concernées par cette problématique ont été instruits à dater du 13 septembre 2025 à localiser, répertorier, identifier les mouvements, les campements et les sites de ces éleveurs et faire une cartographie assortie à titre indicatif en délai en 30 jours pour permettre d'évaluer la mission d'identification proprement dite. Dans les secteurs de la coopération, le vice-premier ministre a fait le rapport de sa mission en Chine qui lui a permis de dégager les lignes directrices de la coopération entre les deux États, principalement au niveau de la police nationale, qui devra bénéficier d'une assistance technique en termes de formation, d'équipement et de renforcement de ses capacités opérationnelles. Il a également consisté à des échanges avec les experts chinois dans la mise en œuvre de la solution Smart Congo qui consiste à sécuriser les personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national à travers les technologies de vidéosurveillance intégrant l'intelligence artificielle afin d'optimiser la coordination des opérations et de renforcer les capacités d'intervention et de réaction des forces de l'ordre. Dans les registres de catastrophes et sinistres enregistrés cette semaine, il a fait état
des naufrages sur le fleuve Congo, spécifiquement dans les territoires de Bolobo en province de Mai-Ndombe. Le vice-premier ministre a bouclé son intervention en informant le Conseil de la Réunion tenu le samedi 13 septembre 2025 à son cabinet afin d'évaluer l'exécution de l'ordre opérationnel visant à désigner clairement les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a aussi brossé la situation et les opérations de défense sur le terrain, particulièrement sur les lignes de front dans le nord et le sud Kivu. Face aux menaces de l'ennemi, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en alerte et restent déterminées à défendre le territoire national. Que ce soit dans l'Ituri ou dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, il a également fait le point de la réponse qu'apportent les forces de sécurité déterminées à rétablir la paix et la sécurité dans les zones concernées. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté les points saillants spécifiquement sur les 3 épidémies que connaît la République démocratique du Congo. Premièrement, en ce qui concerne Ebola dans la province du Kasaï, la zone de santé rurale de Boulapé, qui est l'épicentre avec 6 aires de santé touchées. Au 17 septembre, il a été enregistré 9 alertes, dont 5 validées, et aucun cas n'a été confirmé. Comparé à la semaine précédente, il se dégage une augmentation de nombre de nouveaux cas suspects, passant de 36 à 67 depuis le début de l'épidémie jusqu'à cette date. Le cumul est de 67 cas suspects. Par ailleurs, le ministre de la Santé a mis en exergue quelques faits saillants, notamment la sortie dans les centres de traitement de Boulapé des 2 premiers guéris de cette maladie. Au sujet du Mpox et du choléra, il a aussi fait le point des statistiques qui sont pour la plupart à la baisse. Note d'information relevant du secteur de l'agriculture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a présenté au Conseil la note d'information relative à la sécurisation des récoltes du cacao et du café dans les couloirs Kivu-Kinshasa, qui représentent des leviers majeurs pour la diversification économique, la réduction de la pauvreté et la stabilisation des zones rurales. Cependant, les régions productrices dans l'est de notre pays sont confrontées à des défis sécuritaires persistants. Face à cette situation, une initiative pilote a été mise en œuvre à Mutwanga dans les territoires de Beni avec l'appui de l'Alliance Virunga et du Parc national de Virunga, combinant sécurité des agriculteurs, développement agricole et protection environnementale. L'ambition est de déployer ces modèles le long du couloir vert Kivu-Kinshasa, axe stratégique de développement agricole et logistique, afin de sécuriser les bassins de production et les corridors de commercialisation, de réduire les pertes post-récolte dues à l'insécurité et à l'enclavement, renforcer la souveraineté alimentaire et les exportations agricoles, ou encore créer des emplois ou priver les groupes armés et les bandits armés des ressources qui perpétuent les cercles vicieux de l'insécurité. Ensuite, le déploiement des bases opérationnelles avancées devra suivre une logique de maillage territorial en ciblant les zones à haute valeur agricole. L'Alliance Virunga, dans ces cadres, dispose d'un budget pour rendre opérationnel 129 FOB sur les axes prioritaires bien déterminés. Par ailleurs, le gouvernement a été invité de considérer cet outil de sécurisation agricole et de prendre note de la mise en place d'un comité de pilotage autour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et d'inscrire le projet dans les priorités du plan national du développement et du programme de transformation agricole. Note d'information relevant du secteur du développement rural. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a centré sa note sur l'urgence du désenclavement des zones de production par l'aménagement des routes stabilisées, qui sont une action prioritaire pour le développement du milieu rural. Considérant que la concrétisation du développement du pays à partir de la base credo du programme d'action du gouvernement 2024-2028
repose sur un ensemble d'activités cohérentes, interdépendantes et interactives à réaliser par le gouvernement. Il a sollicité l'appropriation politique de la nouvelle innovation qui consiste à adopter la technique de route en terre stabilisée pour la desserte agricole afin de donner espoir à nos populations rurales par les désenclavements durables de leurs bassins de production afin de permettre l'évacuation des produits des récoltes. Les ministres du Développement rural voudraient donc innover avec une pratique visant à promouvoir et à appuyer les routes en terre stabilisées confectionnées avec un produit stabilisant écologique pouvant permettre de protéger l'usage de la route durant 3 à 5 ans minimum. Note d'information relevant du secteur de l'emploi. Faisant suite à l'instruction du président de la République donnée lors de la 57e réunion du Conseil des ministres en rapport avec la nécessité de promouvoir l'égalité des chances à l'accès d'emploi et au stage, le ministre de l'Emploi et du Travail a évoqué les actions menées et stratégies mises en œuvre quant à ce. Au sujet de l'obligation de publication de toutes les offres d'emploi en vue d'assurer la transparence et l'équité d'accès, son ministère a engagé la mise à jour de la plateforme ONEM tout en insérant les offres d'emploi par province et éclatées par secteur d'activité, la vulgarisation de la dite plateforme auprès des universités, centres de formation professionnelle et organisations de la jeunesse, ainsi que la régulation des statistiques des offres non publiées en l'ONEM. En ce qui concerne les contrôles rigoureux visant à identifier les manquements et à sanctionner les cas échéants le contrevenant, il est prévu de diligenter un contrôle mixte ONEM, Inspection générale du travail, basé sur la législation, de lancer un contrôle spécifique sur la régularisation des services privés des placements afin de protéger la main-d'œuvre locale, de redynamiser et digitaliser les cadres de concertation afin d'échanger les informations relatives au contrôle en temps réel, de parachever le quatrième pilier de la réforme de l'inspection générale du travail sur la prise en charge qui à ce jour est exécutée à 30% et payée trimestriellement. Quant à l'accueil des stagiaires, toutes les batteries sont à prêter pour mettre en place un cadre de concertation entre le ministère de l'Emploi et du Travail et les entreprises publiques et privées pour encourager ces dernières à accueillir davantage un grand nombre de stagiaires. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité et obtenu pour la mise en œuvre de toutes ces actions. Note d'information relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Bouclons ces chapitres de notes d'information. Les ministres de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises a évoqué l'impératif et l'urgence d'instituer et d'opérationnaliser le concours national des plans d'affaires simplifiés en République démocratique du Congo. Cette initiative s'enrichit des expériences du modèle de la Banque mondiale afin de produire désormais sur l'ensemble du territoire national des générations d'entrepreneurs locaux afin de traduire en acte la grande vision du président de la République. Elle est motivée par l'impérieuse nécessité d'un double rééquilibrage par rapport à la balance des dépenses qui penche beaucoup plus en faveur de la politique et des institutions publiques et par rapport aux aires géographiques impactées par les projets sur l'entrepreneuriat, en finançant de manière tout aussi cyclique et régulière la production des générations d'entrepreneurs par territoire ou par circonscription électorale au prorata du nombre de sièges tant nationaux que provinciaux que compte chaque circonscription, ce qui pourra consacrer une équivalence entre la circonscription électorale et la circonscription entrepreneuriale afin d'amorcer l'heure de la revanche de l'entrepreneuriat ou du développement sur la politique. L'institution et l'opérationnalisation du CONAPAS constituent donc un point de départ qui offre plusieurs avantages, notamment l'institution formelle d'une grande opportunité entrepreneuriale à l'échelle nationale structurée et structurante qui induira plusieurs autres initiatives, tant publiques que privées, d'accompagnement avec des incubateurs. Les ministres de l'entrepreneuriat étaient complétés par la ministre du Genre, Famille et Enfants, la ministre de la Jeunesse ainsi que la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap.